Elle arrive, lumineuse, mais soucieuse des réactions que chacune de ses rares apparitions déclenche. Son documentaire, Salam, la paix en arabe, qui raconte l'histoire de sa vie, celle d'une icône du rap qui, en pleine gloire, disparaît, a été présentée au Festival de Cannes sans elle. Ce soir, elle nous accorde son unique interview télé, la première depuis 7 ans. Je suis juste venue raconter mon histoire. C'est la mienne, ce sont mes choix. Je parle pas au nom des autres, je parle en mon nom. Et oui, des fois, c'est vrai que ça me dépasse un peu, mais bon, on va dire que c'est un peu coutume pour moi depuis 12 ans maintenant. Dorénavant, on vous appelle Mélanie, votre vrai prénom. Diams est morte? Non, enfin, ouais, Diams n'est plus parce que voilà, moi je suis que Mélanie. Mais pour moi, Diams a vraiment été une étape dans ma vie. C'est quelque chose qui est là, qui a existé en plus aux yeux de millions de personnes. Pour moi, en fait, je suis pas devenue Mélanie, je suis redevenue, peut-être, ouais, Mélanie. Dans le film, on vous voit dans un zénith de Paris vide. Ouais. C'est une image très symbolique. Oui, les gens chantaient, me prenaient en photo. La musique était forte, tellement forte. Elle étouffait le cri de mon âme, qui hurlait au secours. Tout le monde dansait, chantait. La salle était pleine, mais pourtant pour moi, tout était vide. Vide comme cette vie que je menais. Vide de sens, entouré de gens avides, de fric, de filles, de débats stupides. J'étais vide, mais je faisais semblant. Semblant d'être bien. En fait, je réalise, tristement, que ce que je pensais être peut-être le sens de ma vie, c'est-à-dire que d'écrire des textes, de remplir des salles, d'être aimé, parce que c'était quand même hyper beau, l'amour que je recevais, je me suis rendu compte que malheureusement, ça remplissait pas mon cœur, ça réglait pas mes soucis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, là par contre, on se sent hyper mal, parce que on touche un rêve du doigt, le rêve de beaucoup de gens, et pourtant on vient comme dire aux gens que ce rêve, bah en fait, il était qu'illusoire, quoi, parce qu'il n'a pas réglé tous mes problèmes. Et ça, c'est vrai que c'est hyper compliqué à vivre et à expliquer aux gens. En fait, cette question existentielle, vous le dites, vous tourmentait depuis l'enfance. Vous faites même une première tentative de suicide à 14 ans. Ouais. Pourquoi en arriver là si jeune? Parce que je pense que je me posais des questions déjà très jeune. Je me questionnais sur le pourquoi des, je sais pas moi, les injustices, la méchanceté des uns, l'ingratitude des autres, la trahison de ça, puis l'absence peut-être effectivement de mon père, ma mère qui travaillait beaucoup. Enfin bref, je réfléchissais à tout ça tout le temps. Vous avez longtemps dit que votre père était à l'origine de votre mal-être. Il était parti du foyer, vous n'aviez que 4 ans. Ouais. Vous n'aviez plus de nouvelles. Non, notre relation, elle s'était, avec le temps, elle s'était abîmée. Mais avec du recul, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je souffre beaucoup de l'absence de mon père, mais je pense que ça devient aussi un peu mon excuse et mon fourre-tout. C'est-à-dire que je mets tout sur son dos, et très honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que le problème était plus profond que ça, même si je souffrais énormément de son absence, mais c'était pas le seul problème de ma vie. À l'époque, donc, vous trouvez dans l'écriture, dans le rap, un exutoire, vous y criez vos souffrances, et vous avez l'impression, au début, que ça donne un sens à votre vie? Oui, en fait, quand j'ai 14 ans et que je me réveille de ma tentative de suicide, j'ai écrit un texte que je vais sortir des années plus tard. Et effectivement, à ce moment-là, je me rends compte que ça me fait du bien d'écrire. C'est comme un petit refuge, quoi. Un petit refuge pour moi. Je prends un papier, un stylo et ça me fait du bien. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Star, à 22 ans, vous êtes alors la première rappeuse et la plus importante vendeuse de rap en France. Sur scène, vous êtes flamboyante, vous avez l'air tellement heureuse. Ouais, et je l'étais, sincèrement. C'est-à-dire que 2 heures de concert sur une journée, c'était 2 heures effectivement où j'oubliais mes problèmes, j'étais concentrée sur le fait de partager quelque chose avec les gens, mais il y a 22 heures à vivre à côté, par jour. Et ce sont ces 22 heures-là qui sont insupportables. Parce que justement, à ce moment-là... En fait, c'est marrant parce que je crois, mine de rien, aujourd'hui, pour moi, je vois la gloire un peu comme l'ivresse. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'hyper fort, en fait, d'hyper... qui me remplissait d'un coup. Et puis, comme l'ivresse, d'un coup, c'est très dur de redescendre. Et
Et ça devient un peu un cercle vicieux parce qu'on en veut toujours plus. Et en fait, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais. Je crois que j'aurais voulu que ça dure 5 heures ou 6 heures, ce moment-là, puisque c'était comme un moment suspendu dans ma vie. Mais il y a 22 heures à côté où je souffre et personne ne le voit. À l'époque, alors que vous êtes au sommet de la gloire, vous êtes interné en clinique psychiatrique. Dans le film, votre mère pleure à la seule évocation de cet internement. Ils m'ont éteint. Quand je dis ils m'ont éteint, c'est qu'ils m'ont donné plein de cachets. Plein de cachets. Du matin au soir, je prenais des cachets. Et là, je suis tombée, pour moi, dans ce que j'appelle l'enfer des médicaments. C'est une spirale qui est infernale. Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Parce que ça a été une période très difficile, très... Vous faites une tentative de suicide alors que vous êtes adoré, adulé. Qu'est-ce qui est si dur à vivre ? Moi, à ce moment-là, je suis comme quelqu'un qui est dans une tempête et qui avance. C'est-à-dire que j'essaye de me battre contre un vent très très fort qui cherche à m'amener vers la mort. Et moi, ma mère, elle me voit lutter, mais elle peut rien faire. Elle peut rien faire puisque tout est intérieur. C'est une grande dépression qui vous isole. C'est une immense dépression qui devient un immense désespoir. Parce que c'est ça, en fait, on perd l'espoir en tout. Ce labyrinthe et ce vide intérieur, j'oublierai jamais de ma vie. Et puis, un jour, vous le racontez, vous êtes avec votre amie, la chanteuse Vita, et sa copine Soussou. Vous dites que vous avez une révélation. Pour la première fois de ma vie, effectivement, je prie. Donc, je suis Soussou, qui est en prière, et je me prosterne. Et j'ai le front posé au sol. Et à ce moment-là, je suis convaincue que je suis à l'endroit où je dois être pour pouvoir parler à mon Seigneur. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et surtout, je me suis sentie écoutée. Et j'ai senti que j'avais besoin de réitérer ça. Vous étiez croyante déjà ? Oui, j'étais croyante. Moi, j'ai été communiée, confirmée, baptisée. J'ai été élevée par une maman, on va dire, catholique. Même si elle ne parlait pas beaucoup de religion, mais mes grands-parents, oui, m'ont élevée. Et ma grand-mère était une érudite chrétienne. Ils m'ont beaucoup, en fait, pareil, éveillée à la spiritualité, à la foi. Et alors, pourquoi l'islam ? À ce moment-là de ma vie, moi, je suis dans cet éveil. Je suis dans cette, on va dire, peut-être cette recherche spirituelle. Et c'est vrai que comme j'avais plus ou moins étudié le christianisme quand j'étais plus jeune, etc., et qu'à ce moment-là de ma vie, c'est vrai que je me mets à prier avec une amie qui est musulmane, donc je me dis, tiens, je me renseignerai bien. Et c'est vraiment parti de ça. À ce moment-là, je pense pas islam, christianisme, je pense juste à parler à Dieu. Je veux parler à Dieu. Et ça me fait du bien. 10 jours après cette première prière, vous partez en voyage à l'île Maurice, avec dans vos bagages le Coran notamment, et vous découvrez quoi ? Et je pense que le plus grand des bouleversements à ce moment-là, il a vraiment été lié à l'éveil, à la méditation. En fait, c'était vraiment genre regarder la création, regarder ce qu'il y a autour de moi, commencer à m'éveiller en fait à d'autres choses, moi qui étais vraiment dans mon petit monde de jeunes, les téléphones, les ordis, je sais pas comment expliquer, les voitures ou que sais-je. Tout d'un coup, en fait, j'ai pris le temps de regarder le ciel, de regarder la lune, de regarder le soleil. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement dans ma vie, de commencer à regarder ce qu'il y avait autour de moi et de me dire finalement, je fais partie d'un tout. Et en quoi c'est lié à la lecture, justement, des livres ? Parce que, justement, je lisais dans le Saint-Coran que de méditer, c'était vraiment important, en fait. Je veux dire, c'était ne voit-il pas les oiseaux, qui volent dans le ciel ? Ne voit-il pas les nuages ? Ne voit-il pas la pluie ? Ne voit-il pas... Et c'est vrai que j'étais là. C'est vrai, est-ce que j'ai déjà même réfléchi à tout ça ? Et après, effectivement, de faire le lien entre la création que j'étais en train d'observer et le créateur de tout cela. Et en quoi cela donne soudainement un sens à votre vie ? Parce que, comme je l'explique, être un croyant, tout d'un coup, c'est prendre conscience de la valeur de cette vie. C'est-à-dire que je suis sur cette terre, je suis pas sur cette terre pour rien. J'ai plein de belles choses à accomplir. J'ai plein de belles choses à faire. Faire le bien, déjà. C'est, pour moi, ne faire que le bien, c'est peut-être le plus grand challenge de ma vie.
Et vous racontez que vous vous convertissez à l'islam, seul sur une plage, et que vous rédigez les engagements de votre nouvelle vie. Ouais. Lesquels ? Il fallait que j'appelle ma mère, que je lui explique que ça allait mieux. Parce que faut pas oublier que pour ma mère, je pars à l'île Maurice, je suis encore vraiment au bord d'un précipice, quoi. Elle sait pas, chaque jour que Dieu fait, elle sait pas si on va lui annoncer que sa fille, elle est passée à l'acte encore une fois ou pas. Donc faut se mettre à la place de ma mère. Et moi, je vis comment dire, je sais pas comment vous expliquer, cette chose incroyable qui m'arrive. C'est-à-dire que vraiment, d'un coup, bah voilà, effectivement, la spiritualité commence à prendre une grande place dans ma vie et donne un sens à ma vie. Et c'est vrai que il va falloir que je l'explique à ma mère. Il fallait que j'appelle mes amis, il fallait que j'appelle mes proches, que je les prévienne, que ça allait mieux, que ça y est. Et immédiatement, je sais que je vais écrire mon dernier album. Parce que la quête de sens, justement, cette quête de sens, elle prenait fin peut-être par le biais de la musique. Et pour moi, elle était ailleurs. Vraiment, je voulais basculer dans ce monde-là. Et comme je vous disais encore une fois, cette quête, c'était vouloir faire le bien auprès de ceux qui en ont le plus besoin, quoi. Donc vous rédigez ces engagements de votre nouvelle vie, mais pourquoi choisir de vous voiler, de couvrir tout votre corps ? Je sais que c'est une étape que j'aimerais bien franchir, parce que c'était ça, je savais qu'il fallait que je fasse la prière, que je jeûne. Et le voile, c'est marrant parce qu'on en parle comme une question genre presque centrale ou principale de mon histoire, alors que pour moi, c'était une étape qui allait sûrement arriver dans ce cheminement spirituel que j'étais en train de mener. Et très vite, finalement, on en a fait l'axe central de ma vie, alors que l'axe central de ma vie, c'était d'avoir la foi, avant tout. Oui, donc, mais on peut être musulmane et ne pas se voiler. En quoi ça fait partie de votre cheminement ? En fait, moi, je fais ce choix qui est personnel, que j'ai pas du tout envie de partager. Déjà, de base, faut pas l'oublier. De base, on m'a imposé d'en parler, puisqu'on m'a imposé de me montrer comme ça devant tout le monde. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais pas prête à le faire. À l'époque, des photos volées, publiées dans Paris Match, vont faire scandale. Vous sortez d'une mosquée, la France entière découvre que l'icône du rap s'est voilée. Comment vivez-vous cette déflagration ? C'est pas tant soit peu le fait qu'on le vole, cet instant. Puisque bon, j'avais un peu l'habitude d'être tout le temps prise à partie par les paparazzis, etc. Ça faisait partie de ma vie, d'être épiée. Mais ce qui a été dur, c'est qu'ensuite on m'accuse. Voilà, on m'a accusé de m'afficher comme ça, de prôner cela. Que les choses soient claires, moi, j'ai rien prôné, j'ai rien affiché. C'est vous qui avez pris cette photo et qui l'avez placardée partout. Moi, je suis juste allée tranquillement me recueillir dans un lieu de culte, quoi. On assiste à une avalanche de réactions parce que certains voient en vous une femme endoctrinée par son mari. Bah déjà, c'est des mensonges. Moi, quand je me convertis à l'île Maurice, je suis une femme célibataire qui se convertit seule sur une plage. Je me sens coupable. Mais de quoi, finalement ? Coupable d'avoir choisi la vie plutôt que la mort. Coupable d'être vivante, c'est ça ? Et si j'avais pris un flingue ? Si j'avais vidé la seringue, serais-je devenu un héros ? Je me pose la question. La question du voile, elle est tellement complexe parce que moi, je voyage beaucoup, si vous voulez. Donc, dans d'autres pays du monde, c'est pas central, d'accord ? Quand on parle d'une musulmane, on parle pas que du voile. Et d'ailleurs, je ne suis pas qu'un voile. Je suis une femme. Je suis pas qu'une femme voilée. Je suis une femme, comme toutes les femmes. J'ai fait ce choix de me couvrir. Mais je ne suis pas, je trouve ça injuste, des fois qu'on demande aux femmes voilées de porter tout ce qui se passe dans le monde. Mais je remercie Dieu de m'avoir mis dans une famille comme la mienne. Parce que je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais pu imaginer que ce serait un tel sujet de débat ou de, comment dire, de conflit même, j'ai l'impression, entre des gens. Chez moi, ma mère, elle n'a jamais eu de problème avec ça. Mon père, il n'a jamais eu de problème avec ça. Je veux dire, c'est un non-sujet chez nous. C'est ça qui est très compliqué. Donc moi, on me demande d'en faire un sujet central de ma vie, alors que, de base, c'était
C'était un sujet, oui, bien sûr. Je comprends que ça interpelle ma propre mère. Je veux dire, ma propre mère, elle a vu sa fille se couvrir, etc. C'est normal. Et l'interrogation, je peux même la comprendre. Mais on peut discuter, on peut échanger, on peut apprendre à se connaître. Tout d'un coup, non. Non, on peut pas échanger, on peut pas discuter, c'est non. Et ça, c'est vrai que c'est... Je connais des milliers de femmes qui sont très à l'aise avec ça. Je suis désolée que certaines en souffrent. Mais nous, en tout cas celles qui avons décidé de le porter par conviction, on va dire, spirituelle, on vit pas les choses comme peut-être certains peuvent le penser. À l'époque, vous voir voilée choque aussi parce que dans votre rap, il y avait le symbole d'une libération de la femme. Et là, on a l'impression inverse. Encore une fois, c'est des impressions. Parce que la libération de la femme, j'ai jamais, moi, écrit des textes en sentant que je libérais les femmes. Moi, j'ai écrit la vie d'une petite nana à l'époque de banlieue, qui avait ses peines, ses souffrances, ses joies, ses inquiétudes, ses envies, ses rêves. Et c'était finalement peut-être un peu les rêves de plein de nanas de l'époque, etc. Mais à aucun moment, je viens avec un désir de libérer. Enfin, encore une fois, c'est toujours des étiquettes, des cases, des impressions, des scénarios. Voilà. Fallait que la seule rappeuse de France, à ce moment-là, elle soit féministe et qu'elle vienne libérer les femmes. En fait, moi, j'ai pas pensé à tout ça. Moi, j'écrivais juste. J'ai toujours été solidaire des femmes qui souffrent, que je sois voilée, pas voilée, que je sois rappeuse, pas rappeuse. J'ai pas eu besoin de ça. Le jour où vous renoncez donc au monde du rap, du showbiz, à la gloire, vous allez en rencontrer un autre de monde. Vous montez le Big Up Project, votre association dédiée aux orphelins en Afrique. Moi, regarde, je peux donner un doigt pour tout le monde. Regarde, toi, tu prends un doigt. Prends un doigt. Prends celui-là. Toi, tu prends celui-là. Toi, tu prends celui-là. Voilà. Un autre prend un autre. Voilà. Là, t'as pris deux. Un d'autre. Encore un. Il reste un doigt. Qui veut prendre celui-là? Tu prends? Ça y est, c'est pris derrière? Non. Tiens. Là, vous avez l'impression que votre vie a un sens? Je dirais pas que c'est ça qui a donné un sens à ma vie. Ce serait mentir. Mais ça a fait partie de cette construction dans l'envie de faire le bien, ouais. Et d'être un pont vers le bien. Et c'est vrai, effectivement, que de méditer sur eux, de parler avec eux, de les rencontrer, de comprendre leur histoire, ça me faisait relativiser, moi, ma place. Parce que aussi, j'étais mise tout en haut. À ce moment-là de ma vie, on m'avait mis vraiment sur une estrade, quoi. J'étais très, très haute. Et finalement, je rencontrais des gens qui étaient des héros, à mon sens, qui s'occupaient de ces enfants. J'ai admiré ces gens, je les ai vus en exemple, ouais. Et donc, faire le bien, ça fait partie de mon équilibre. Et donc, être auprès de ces enfants, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, ouais, et qui m'en fait toujours. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Franchement, j'ai une vie de maman. C'est-à-dire que moi, ma vie, elle est autour de mes enfants. Mes enfants qui se lèvent le matin, qui doivent aller à l'école, mes enfants qui rentrent de l'école, les devoirs et l'école, etc., etc. Je suis comme toutes les mamans. Et toute maman vous dira que ça remplit une journée. Et aujourd'hui, oui, effectivement, cette famille, entre guillemets, c'est un peu comme un rêve, même si je sais qu'on peut se construire sans, attention. Je veux dire, j'ai vécu des épreuves, j'ai divorcé dans ma vie. Je dis pas que c'est un tout, mais encore une fois, ça fait partie de cet équilibre, ouais, effectivement. Voilà ce que je me dis.